Il existe une culture qui enfreint toutes les règles de l'agriculture moderne. Il permet de doubler la récolte de pommes de terre. Il survit au froid qui tue le blé. Et une fois planté, vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter de graines. Elle se régénère indéfiniment. Pendant des milliers d'années, elle a constitué l'assurance ultime contre la famine. Puis, nous l'avons effacée. Nous n'avons pas cessé de la cultiver parce qu'elle a échoué. Nous avons cessé sa culture car elle avait trop de succès. Une culture qui pousse sans autorisation, qui nourrit gratuitement et qui se propage comme une traînée de poudre, ne peut être possédée. Et ce qui ne peut être possédé ne peut être vendu. Voici l'histoire de la plante vivace qui a survécu aux empires, à 2 guerres mondiales, et qui se trouve encore sous vos pieds. Bienvenue dans le coffre-fort de la voûte perdue de la nature. Avant d'ouvrir ce trésor, si ces histoires vous importent, la meilleure façon de préserver cette sagesse est simple. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez ces archives avec ceux qui ont besoin de se souvenir de ce que nous avons oublié. Les archives s'ouvrent le long des côtes orientales de l'Amérique du Nord en 605. Un explorateur français du nom de Samuel de Zemplaire débarque sur la côte de ce qui deviendra le Massachusetts. Le peuple algonquin l'accueille par un festin. Parmi les plats, on trouve une racine noueuse qu'ils appellent Kaishuk Panak, la racine du soleil. Champlain y goûte. Il écrit dans son journal qu'il rivalise avec l'artichaut d'Europe. Il remplit la cale de son navire de tubercules et retourne en France. C'est le sifflement solaire. Elanthus tuberosis, la racine de tournesol vivace originaire des Grands Lacs et des forêts de l'Est. Bien avant l'arrivée du champagne, les tribus amérindiennes en connaissaient le secret. L'Iroquois raconta une histoire. Lorsque la femme terre mourut, en donnant naissance à des jumeaux, sapins et silex, les premiers sarcophages solaires poussèrent de ses pieds. Une récolte née du sacrifice. La plante, qui mesure entre 2,5 et 3 mètres de haut, est surmontée de tournesols jaunes qui suivent la course du soleil. Mais le trésor est invisible, enfoui sous la terre. Tubercules noueux, blancs, violets, dorés, stockant la douceur sous forme d'inuline et non d'amidon. Des tribus de l'Atlantique aux Grandes Plaines l'ont plantée une fois et l'ont récoltée pour toujours. Elle s'est propagée à travers des réseaux souterrains comme un réseau de veines sous la terre. Une seule parcelle de terre a nourri un village pendant des générations. En 1805, Lewis et Clark ont failli mourir de faim en traversant les Dakotas. Sacagawea les a sauvés. Elle a découvert des caches de souris, des milliers de chrysalides de Chine rassemblés sous terre pour l'hiver. Elle les a déterrés, les a rôtis sur le feu et a nourri l'expédition. On pouvait consommer ces tubercules crus, croquants comme des châtaignes d'eau, ou bouillis jusqu'à ce qu'ils soient tendres. On pouvait les faire sécher pour en faire une farine qui se conservait tout l'hiver. Ils ont survécu au gel, cachés sous terre, prêts à affronter la faim. Le résultat musical était stupéfiant. Une seule plante produit de 3 à 6 livres. Un acre produit plus de nourriture que le blé et plus de nourriture que le maïs dans les climats froids. Des études menées des siècles plus tard le prouveraient. 64 000 par acre sans une seule goutte d'irrigation. Même dans des conditions parfaites, les pommes de terre ont donné un rendement de 53 000 avec l'irrigation. C'était une question de survie, pas de luxe. C'était la fondation. Lorsque Champlain apporta le chrysanthème en France en 1605, l'Europe était affamée. Les sols étaient épuisés et des famines survenaient tous les quelques années. La pomme de terre était redoutée. On croyait que cela causait la lèpre, mais l'étouffement du soleil s'est répandu comme un salut. Les Français l'appelaient topinambour. Les Italiens l'appelaient giraasola, tournesol. Il nourrissait les paysans, le bétail et même les rois. Pas d'engrais, pas de soins. Plantez un tubercule au printemps et récoltez-le en automne. Laissez les fragments en terre
et l'année suivante, une récolte abondante apparaîtra d'elle-même. Des études universitaires menées des siècles plus tard ont confirmé ce que les agriculteurs savaient déjà. Le topinambour a produit 30 000 par acre. La pomme de terre produit 20 000 calories. Le soleil étouffe le maïs, la céréale la plus importante au monde. Mais des fissures sont apparues. Les tubercules étaient petits, noueux et irréguliers, difficiles à nettoyer et à récolter à la machine. Elles se gâtaient plus vite que les pommes de terre et ne pouvaient pas rester des mois dans les entrepôts. Et l'inuline provoquait des gaz chez les personnes qui n'y étaient pas habituées. Au milieu du 8e siècle, la pomme de terre s'est imposée. Plus grand, plus lisse, plus facile à ranger. Cela correspondait au système mis en place par l'Europe. Entrepôts, marchés, percepteurs d'impôts. Le chayote tomba, réduit à nourrir les pauvres et les animaux, une culture pour ceux qui n'avaient rien de mieux. En Amérique du Nord, les colons l'appelaient une mauvaise herbe. Ils préféraient les cultures européennes, le blé et les pommes de terre. Des cultures qui nécessitaient l'achat de semences chaque année. Des cultures qui pourraient être contrôlées, taxées et vendues. L'étouffement du soleil a survécu dans les fossés, au bord des routes, dans les coins oubliés. Mais elle n'était plus cultivée, plus valorisée. Elle attendait simplement. Puis la guerre éclata. Première Guerre mondiale. L'Allemagne fut étranglée par un blocus allié. L'hiver 1916 est resté dans les mémoires comme l'hiver du navet. Les gens ont mangé des rutabagas destinés au bétail parce que les pommes de terre n'avaient pas donné de résultats. Des milliers de personnes sont mortes. Des topinambours ont été sauvés, certains poussant à l'état sauvage dans des champs oubliés. Ils ne pouvaient pas être bloqués. Ils n'ont pas pu être saisis. Ils attendaient, simplement, sous terre, des mains désespérées. Mais la Seconde Guerre mondiale était pire. En France, en 1940, les forces nazies ont saisi 80% de toutes les denrées alimentaires. Des pommes de terre ont été envoyées aux soldats allemands. Il ne restait aux familles françaises que des restes de musique, des topinambours, des rutabagas, des légumes autrefois donnés aux cochons. Pendant 9 ans, des millions de personnes ont survécu au sommet. Les gens le détestaient. Les tubercules étaient petits et difficiles à nettoyer. Consommés quotidiennement, ils provoquaient de terribles gaz. Malgré tout, ils ont réussi à maintenir des enfants en vie, alors que tout le reste avait disparu. Le plan nazi de lutte contre la famine consistait à réquisitionner de la nourriture dans les territoires occupés, tandis que des millions de personnes mouraient de faim. Mais les étouffements solaires étaient incontrôlables. Ils étaient trop robustes, trop sauvages. Ils ont tout simplement grandi. Aux Pays-Bas, l'hiver 1944 devint l'hiver de la famine. 22 000 personnes sont mortes de faim. Le gouvernement a publié des manuels de cuisine d'urgence répertoriant des plantes sauvages, des bulbes de tulipes et des caroubes. Les familles creusaient la terre gelée à main nue à la recherche de tubercules. Après la libération, les survivants ont refusé de les manger. Toute une génération a associé le sommet à la mort, à l'occupation, aux pires années que l'humanité ait connues. En France, les grands-parents qui ont survécu ne l'auraient pas toléré sur leur table. Jamais plus. Le légume qui a sauvé des millions de personnes est devenu un symbole de souffrance. Il a disparu des marchés, des livres de cuisine, des mémoires. Mais la guerre ne pouvait rien changer à la nature des étouffements solaires. 73 calories pour 100 grammes, 2 grammes de protéines, 421 mg de potassium, plus que les bananes. Du fer, du cuivre, du magnésium, des vitamines B inondent chaque cellule. Le véritable atout réside dans l'inuline, qui représente 50 à 60% du poids. L'une des sources les plus riches de la Terre. L'inuline traverse votre estomac sans être digérée et atteint votre côlon intact. Les bactéries bénéfiques, notamment les bifidobactéries, s'en nourrissent. Ils se multiplient et produisent des acides gras à chaîne courte.
Ces pH plus bas bloquent les agents pathogènes et aident à absorber le calcium et le magnésium qui autrement passeraient à travers. Des études ont montré qu'elle réduit la constipation et renforce le système immunitaire. Cela pourrait stopper certains cancers musicaux avant même qu'ils ne se déclarent. Les pommes de terre font grimper la glycémie. Les étouffements du soleil, non. L'inuline se transforme lentement en fructose. Dans les années 1980, des diabétiques ont écrit des lettres disant qu'ils mangeaient quotidiennement des topinambours et que leurs besoins en insuline avaient diminué de moitié. La médecine traditionnelle, validée par la science. Et la plante guérit la terre. Elle est vivace, ne nécessite aucun labour et ne provoque aucune érosion. Ses racines profondes fissurent le sol compacté. Elle tolère la sécheresse, les sols pauvres et les températures froides jusqu'à 30 degrés. Là où les cultures annuelles meurent, les sarcophages prospèrent. Ils ont été conçus pour le chaos. Dans les années 1960 en Californie, une grossiste en produits agricoles nommée Freda Kaplan regardait des tubercules bosselés prendre la poussière. Le nom était en train de tout gâcher. Topinambour, déroutant, faux. Ce n'était pas de Jérusalem, et ce n'était pas un artichaut. Le mot italien girasole, qui signifie tournesol, a été déformé par les langues anglaises. Elle l'a rebaptisé Sonoke et a déposé la marque en 1980. Elle le conditionnait en sachet d'une livre avec des recettes. Les ventes ont bondi de 600%. Ce sont les chefs qui l'ont découvert. Goût de noisette, sucré, croquant cru et crémeux cuit. Les restaurants haut de gamme de San Francisco servaient de la soupe de topinambour, des accompagnements rôtis et des purées. Mais quelque chose de plus important se passait. Dans les années 1980, la crise agricole a frappé et les agriculteurs du Midwest s'effondraient. Une expérience a commencé. Cultiver des plantes solaires pour produire de l'alimentation humaine et animale, du carburant et s'affranchir des chaînes d'approvisionnement des entreprises. Rendements élevés, culture pérenne, éthanol issu de la fermentation de l'inuline. Parfait. Ce fut un échec économique. Pas de marché, pas d'infrastructure de traitement. Les agriculteurs ont perdu de l'argent, mais l'idée a survécu. Une culture pour l'autosuffisance des communautés qui refusent le contrôle des entreprises. En France, des décennies après la guerre, les chefs ont réinvesti le topinambour. Les hommes oublient, les légumes oubliés, ne sont plus des symboles de souffrance. Patrimoine. Dans les années 2000, les chrysanthèmes ont fait leur apparition sur les marchés de producteurs d'Amérique du Nord et de Europe. La permaculture les appelait le Saint Graal. Une seule plantation, des récoltes éternelles. Aujourd'hui, les scientifiques les étudient pour les terres marginales. Là où le changement climatique détruit le blé et le maïs, l'étouffement du soleil attend, né du chaos, bâti pour les extrêmes, la résilience. Alors pourquoi ne le voit-on pas partout? L'agriculture industrielle exige de l'uniformité. Des récoltes qui mûrissent à temps, se récoltent à la machine, s'expédient sans s'abîmer, se conservent des mois et ont une apparence parfaite sous les néons. Le soleil étouffe les déchets. Ils mûrissent à des moments différents. Elles se gâtent rapidement. Les récolteurs de pommes de terre perdent la moitié des tubercules. Trop petits, trop attachés aux racines. Une récolte efficace nécessite un équipement spécialisé ou une main-d'œuvre qualifiée. Ni échelle, ni profit. Et le problème de l'inuline. Ce qui les rend nutritionnellement supérieurs provoque également des gaz. Les bactéries intestinales ont besoin de temps pour s'adapter. Mais l'alimentation moderne ne tolère pas de période d'adaptation. Elle exige une satisfaction immédiate. Le surnom s'est répandu tellement qu'il a étouffé. Une blague. Même Julia Child a écrit pour demander. Pouvez-vous régler le problème des flatulences? Oui. Prolongez la cuisson. La chaleur transforme l'inuline en fructose. Ou mangez-en de petites quantités.
Laissez votre corps s'adapter. Mais cela demande de la patience. Les aliments industriels n'en contiennent pas. Ainsi, les étouffements du soleil restent une niche. Marchés de producteurs, cultures spécialisées et jardins potagers où elles prolifèrent de manière incontrôlable. Cette propagation incontrôlable est précisément le problème. On ne peut pas tuer les cynorhodons sans poison. Tout fragment germe. En Europe, on les qualifie d'invasives lorsqu'elles s'échappent. Invasif, le mot que nous utilisons pour désigner les choses qui réussissent sans permission, les choses qui n'ont pas besoin de nous. Des choses qui nous rappellent que le contrôle n'est qu'une illusion. L'étouffement du soleil révèle ce que les empires veulent enterrer. L'abondance ne nécessite pas de contrôle. Les plantes vivaces reviennent sans permission. Ils n'ont besoin ni d'achat de semences, ni d'intrants chimiques, ni d'approbation de la direction. Ils s'adaptent, persistent, survivent. Mais les cultures qui persistent, sans profit, sont dangereuses. Le soleil étouffe les récoltes de pommes de terre, régénère les sols morts, nourrit les communautés sans intermédiaire. Il ne peut être breveté, ne peut faire l'objet d'une propriété, ne peut générer de revenus perpétuels. On le qualifie donc de primitif, difficile, inadapté. Le schéma se répète. L'amarante fut interdite par les conquistadors car elle était considérée comme trop sacrée. Les haricots temporaires ont été effacés par des machines qui ne pouvaient pas gérer leur liberté. La zone défrichée pour accueillir le bétail détruisait ce que l'arbre protégeait. Les haricots traditionnels ont été remplacés par des pilules qui coûtent 500 $ pour ceux qui poussent gratuitement dans les jardins. Les cultures indigènes qui permettent la souveraineté sont systématiquement effacées. Non pas parce qu'ils échouent, mais parce qu'ils réussissent sans chaîne. L'étranglement solaire a survécu grâce à son invincibilité. Mais la plupart des gens vivant aujourd'hui n'en ont jamais goûté. Ils ne l'ont jamais vu grandir. Ils n'ont jamais appris que planter 3 tubercules en automne donne 30 au printemps. Ce savoir repose sous terre. Le changement climatique est inévitable. Sécheresse, inondations, chaleur. Les cultures qui nourrissent 8 milliards de personnes ont été sélectionnées pour leur stabilité. Cette stabilité touche à sa fin. L'étranglement solaire est né dans le chaos. Elle stocke l'énergie là où la sécheresse ne peut pas atteindre. Il survit au froid, qui tue les pommes de terre. Elle produit plus que le maïs en utilisant un tiers de l'eau. Lorsque les systèmes industriels tomberont en panne, le régulateur solaire sera prêt. Elle est prête depuis 4 siècles. Des familles françaises ont survécu à l'occupation en mangeant du tofu qu'elles détestaient. Des mères néerlandaises ont creusé le sol gelé pour y récolter des tubercules afin de nourrir leurs enfants affamés. Les Amérindiens l'appelaient Kaishuk Panach Sonrut, un don issu du sacrifice de la femme de la terre. Les noms changent, la mémoire s'estompe, elle refait surface. Mais la plante n'est jamais partie. Un sous-sol pérenne qui attend des mains prêtes à creuser. Nous n'avons pas perdu l'étranglement solaire. Nous l'avions tout simplement oublié. Mais l'oubli n'est pas définitif. Le savoir réside dans la terre. Dans chaque coin de nature sauvage, dans chaque tubercule échappé, chez chaque jardinier qui en plante 3 et en récolte 30, cette culture enseigne par la persévérance, par le refus de mourir. L'abondance a toujours été là, poussant dans la terre, libre. Si cette collection vous a apporté des informations utiles, abonnez-vous à La Voûte perdue de la nature et activez les notifications. Chaque JM et chaque partage préserve ce qu'ils ont tenté de effacer. Le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.